Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ma question c'est, est-ce que ce soir il y aura du ou des breads sur la table pour manger? La question est parce que nous accueillons quelqu'un qui va nous en parler des breads de la Réunion, c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors, qu'est-ce qui va nous servir? Bonsoir Dominique Virasamy-Massé. Bonsoir. Alors, vous avez écrit donc Le Peuple des Breads. Je vous propose donc de montrer l'ouvrage donc à l'écran. Donc, Le Peuple des Breads. Alors, Le Peuple des Breads, c'est qui? Alors, le peuple des Breads, on va dire l'Indiane-Océanie. C'est le peuple de l'Indiane-Océanie. D'accord. Donc, ça concerne aussi bien donc les Mascareignes, il y a d'une part. Les Mascareignes, Madagascar, les Comores, y compris Mayotte, les Seychelles. Et puis, on a inclus aussi le Mozambique. Parce que quand même, plus de la moitié des Réunionnais sont d'origine mozambicaine. Plus de la moitié? Ah bah oui. Ah, moi je pensais pas qu'il y avait autant. Je sais qu'il y a quelques Réunionnais aujourd'hui qui revendiquent leurs racines mozambicaines, mais je pensais pas qu'on était aussi nombreux. Les historiens, effectivement, nous donnent cette information-là. C'est vrai que on a des Réunionnais d'origine africaine qui viennent de la côte ouest, mais la majorité, effectivement, pour des raisons pratiques, de proximité, eh bien, tous les esclaves, on va dire, donc, qui ont été prélevés plutôt, effectivement, au Mozambique. Ouais. Quand je suis allé au Mozambique, je voyais des Réunionnais. Ah oui, donc des personnes, effectivement, pas très grandes, donc, contrairement, effectivement, donc, aux Africains de l'Ouest, et avec un visage très, très fin. J'en ai parlé à plein d'amis, ils m'ont dit il faut que je vienne avec toi au Mozambique, donc c'est vrai, donc voilà, c'est vrai. J'en connais qui sont au Botswana, plutôt, mais je ne savais pas on était aussi proches de Mozambique. J'ai reçu des Réunionnais d'origine mozambicaine sur ce plateau. On a parlé, mais je pensais pas que le lien était aussi. J'ai visité les musées du Mozambique. La quasi-totalité des musées de Mozambique parlent de la Réunion. L'inverse, c'est pas sûr. Non, l'inverse n'est pas sûr, mais parce qu'on n'a pas non plus donné les moyens de ça. Je veux dire que les liens de la Réunion avec l'Afrique n'a été développé dans une relation, je dirais, respectueuse, il n'y a pas si longtemps que ça. Pas si longtemps, Et c'est bien dommage. Oui, mais c'est toute notre africanité qu'on est en train de rechercher aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui montre. Et je pense qu'à travers cet ouvrage, ça nous aide beaucoup, je pense aussi. Oui, bien sûr. Là-dedans, je parle effectivement des conversations que j'ai pu avoir avec des Mozambicains, des conversations que je peux avoir avec des Comoriens. Et voilà, donc c'est vraiment, on va dire, donc l'idée de ce livre aussi, c'est se dire, allons au-delà de notre territoire, parce qu'on a une relation privilégiée avec l'Europe. Mais quelle est notre relation privilégiée avec l'Indiane-Océanie, avec nos voisins? Et nos voisins, ça commence effectivement par cette relation ne doit se construire qu'à travers effectivement la connaissance de l'autre. Est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire des Malgaches? Est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire des Comoriens? C'est pas sûr. La question est beaucoup plus simple. Est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire de la Réunion? Et déjà, ouais. Est-ce qu'on connaît notre histoire? Non, on ne connaît pas notre histoire. Et pour le peu qu'on connaît, souvent, c'est diabolisé, c'est dévalorisé. On dit toujours que le vainqueur écrit l'histoire. Il n'y a pas eu beaucoup de vainqueurs, mais c'est toujours la même tranche de population qui a la main mise sur l'information, la communication, et qui s'impose. Bien sûr. Le peuple des Breads, en fait, c'est déjà, j'ai choisi cette symbolique des Breads parce que c'est un légume en fait qui incarne l'humilité. On met là, avec les Breads, tous les Réunionnais et toutes les personnes qui le rencontrent sur un même rapport. On n'est pas effectivement dans un rapport hiérarchique de domination avec les Breads. C'est-à-dire qu'en fait, que l'on soit en fait de la haute société ou en bas, on mange des breads. Et c'est à travers cette plante-là, que je propose une autre façon d'être réunionnais, une autre façon effectivement donc d'appréhender l'autre. Et d'affirmer aussi, justement, le mot bread, l'étymologie. Alors donc il y a, l'origine. On dit indo-portugais, d'abord ou alors en fait portugaise. Voilà. Donc parce que dans la langue, dans le portugais, il y a un mot, c'est bredo. Qui s'appliquait en fait donc au bread pariétaire. Donc à l'époque, on te disait bredo en portugais. C'est-à-dire que la langue réunionnaise, il y a plein de mots portugais. Cascavel, bringel, ça c'est portugais. Ah, je sais pas que cascavel. Et au Mozambique, il me dit attention au cascavel. Je dis mais c'est quoi le cascavel? C'est le serpent sonnette. Ils disent cascavel. et donc bredo donc signifiait donc bread pariétaire. Et puis en Inde, on entend souvent en fait le mot bret. Et bret, ça signifie bonne feuille bonne à manger. Voilà. Donc on a évidemment
des racines, on va dire, donc étymologiques en fait qui se recoupent. Hein. Donc après, on peut aller plus loin. Hein. Par exemple, le mot blette. Hein. Si on recherche, voilà, un mot blette. Si on recherche effectivement dans la langue grecque, on a blitum. Donc voilà, donc il y a plein de mots comme ça. Bon, quand on dit qu'un fruit est blette, c'est qu'il n'est pas en bonne non plus, bonne forme non plus. Hein. Voilà. Alors, donc est-ce que dans Peuple des Brèdes, est-ce que Dominique Virasamy-Massé a réussi à identifier tous les Brèdes? Alors, j'ai eu comment dire, donc l'honneur, on va dire, donc d'être valorisé par Madame Expédique Laop, donc qui a consacré en fait quelques minutes à ce livre. Et c'est vrai qu'elle dit les Brèdes en fait sont omniprésents dans le livre depuis le début jusqu'à la fin. Mais à chaque fois, chaque espèce en fait se rapporte, on va dire, donc à une histoire en fait, donc d'un Réunionnais, à une histoire d'un Comorien, ou l'histoire effectivement d'un Malgache ou d'un Mozambicain. Donc les Brèdes, en fait, il y a plein d'espèces dans le livre. Hein, ça va au-delà des espèces que l'on mange d'habitude. Hein. Par exemple, si je vous dis Brède paille en queue, pourtant ce Brède-là existe en fait dans le livre, et se rapporte en fait à une histoire, quoi. Hein. Donc Brède Betty, voilà, Brède Marguerite, Brède Fauvin. Tous ces Brèdes-là, et il y a des Brèdes aussi connus, mais moins connus, ou parfois oubliés, ou bien des Brèdes en fait qui existent à la Réunion, mais que le Réunion ne connaît pas. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais voilà, les Brèdes sont omniprésents dans le livre du début jusqu'à la fin et se rapportent à une histoire. Voilà. Et Dominique Virasamy-Massé a eu le temps de cuisiner toutes ces Brèdes, tous ces Brèdes, et de les goûter pour nous dire quelle saveur. Donc ça passe effectivement donc par l'expérimentation. Hein, donc la cuisine réunionnaise, c'est l'expérimentation. Donc il y a des Brèdes comme ça que je connaissais pas. J'ai goûté. Brède Fauvin. Donc on m'a dit qu'il fallait récolter cette feuille-là, les jeunes bourgeons. Donc j'ai mis dans les pâtes, j'ai mis en fricassé, j'ai mis en bouillon pour voir ce que ça donne. Et il y a des Brèdes effectivement qu'il faut agrémenter. Et d'autres en fait qui sont naturellement gustatifs comme Brède pariétaire. Donc je pense qu'il y a un bon travail à faire en fait, donc et ça c'est l'objet d'un prochain livre avec mon ami Christophe Laverne, donc qui sera prévu en fait pour 2021. C'est vraiment, on va dire, donc proposer à la cuisine en fait un certain nombre d'espèces, mais une cuisine différente à chaque fois, donc pour la même espèce. Donc il y a tout un travail à faire autour de ça. Ouais. Et lorsqu'on parle de Brède aujourd'hui, parce que aujourd'hui, il y a, j'allais dire, le Brède ou la Brède qu'on mange le plus, c'est le chouchin. Alors oui, chouchin, vous connaissez comment il appelle le Brède chouchin? Il dit Brède chouchin, bien entendu. Ouais. Mais Nathan Moon, en fait, du côté de Saint-Pierre, c'est m'habite là-bas. Nathan Moon, il appelle ça Brède de la paresse. Pourquoi? Brède de la paresse, on n'a pas rien poutrier, ou trapoutre, d'accord. Là, vous coupez, après, il faut le mettre sur la marmite, voilà. Ok. Voilà, mais dans le Talmud, il y a un Brède chouchou, mais personne ne veut trier. Ouais, exact. Brède chouchou, Brède citrouille. Et l'autre, le plus complexe à préparer, malheureusement, et pourtant le meilleur, à mon avis, c'est le Brède Mouroum. Oui, bien sûr. Alors, dans le livre, en fait, je parle du Brède Mouroum. Juste préciser que quand je dis le meilleur, à mon avis, c'est côté qualité en termes de vitamines, en termes de protéines. Oui. C'est le Brède qui est le plus riche. C'est un des Brèdes les plus riches. Moi je croyais que c'était... Voilà, c'est un des Brèdes les plus riches, mais je vais pas tout dire ce soir, parce que sinon... Mais le Brède Mouroum, oui, j'ai accordé une place importante au Brède Mouroum dans le livre, en l'associant à un personnage, donc qui comment dire, qui n'a pas existé, mais que j'ai appelé Shankar. Et voilà. On va juste rappeler que ça vient du Népal. Alors, il y a différentes sources en fait contradictoires. Ah d'accord. Voilà. Donc effectivement, donc on a des sources, on va dire, qui disent que le Mouroum proviendrait effectivement du nord de l'Inde, et d'autres en fait qui affirment en fait donc l'origine, on va dire, donc du sud, l'origine en fait du Mouroum, mais voilà, Tamil Nadu sud. Ce qui n'est pas faux puisque c'est une plante en fait de zone sèche, quoi. C'est pas une plante en fait des zones humides. Oui. Et pourquoi à chaque fois on en parle? Parce qu'aujourd'hui, ça devient aussi un médicament. Ça devient aussi un produit que les gens prennent pour se revitaliser, pour reprendre de l'énergie. C'est plus qu'un Brède. Le Réunionnais n'a pas su utiliser le Mouroum, le mettre par exemple en poudre ou différentes d'autres façons pour l'utiliser, mais aujourd'hui il y a des endroits où le Brède Mouroum est utilisé différemment. Alors déjà il y a un constat, il y a eu, on va dire, donc une distanciation, puisque c'est là
c'est le thème, entre le mouroum et le réunionnais, en raison effectivement de la connotation de misère en fait qu'avait la plante. Et alors juste pour faire un schéma, pour imaginer un peu de riz blanc, un peu de mouroum et deux sardines, Robert. Ça, il n'y a pas le seul carré 1 euro. Carré 1 euro, il dit voilà, donc pour ça un carré 1 euro, ben, le moins cher c'est le bois de mouroum. Mais cette distanciation fait qu'aujourd'hui beaucoup de réunionnais disent ça les rase aujourd'hui. Ben non, les Montais, on a point un case en fait la Réunion, ça n'a point de bois de mouroum. Dans les bas, en tout cas, Saint-Pierre, on regarde dans la cour, en fait, on a des bras de mouroum. Mais cette distanciation liée, effectivement, donc, à l'histoire, fait que, on a le sentiment que. Et peut-être aussi qu'on a perdu l'Indien ou le Malbar, comme il dit encore, il est venu à la Réunion, mais au gré de mes lectures, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu, en fait, que c'était une nourriture, mais il y a aussi une approche, on va dire, donc, divine, une approche, on va dire, métaphysique aussi, en fait, des légumes et de la cuisine en Inde. Par exemple, en Inde, la cuisine s'appelle pas cuisine, la cuisine s'appelle la pharmacie. Ah, d'accord. D'accord. Donc il y a tellement peu de médecins accessibles en fait que la nourriture devient le médicament. Et donc il y a cette idée sur laquelle bien manger, c'est bien se soigner. Donc et l'approche effectivement que l'on a aujourd'hui de la nourriture à la Réunion, elle est loin, on va dire, de l'approche que pouvaient avoir les Indiens ou bien d'autres civilisations. Donc à l'époque quoi. Donc voilà, est-ce que le mouroum, effectivement, le Réunionnais voit le mouroum en tant que médicament, en tant que plante, effectivement, donc nécessaire, on va dire, donc à notre santé. L'idée, effectivement, qu'on n'ait pas eu, on ait perdu cette habitude de transformer, etc. On est sur une île, en fait, où on avait d'autres préoccupations, effectivement, que sa santé. Qu'on est une île, effectivement, avec 3 siècles d'esclavage. On n'a pas le temps, effectivement, de se dire comment je vais préparer le mouroum. Donc aujourd'hui, on vit un moment charnière. Oui. D'accord. Aujourd'hui, pour ceux qui ont des relations avec certains tisaneurs ou certaines personnes qui connaissent un petit peu les plantes, vous verrez que manger le mouroum, c'est se soigner. Manger le caloupier, c'est se soigner. Manger la cardamone, c'est se soigner. Donc voilà, la nourriture indienne est aussi un remède. Oui. Donc, et aujourd'hui, on voit ces mouvements, on va dire, donc associatifs qui militent, on va dire, pour la bonne nourriture, quoi. Et donc, on a une nourriture aujourd'hui. On dit en fait la cuisine créole. Oui, c'est bien la cuisine créole, mais peut-être effectivement qu'il y avait une cuisine créole d'antan. Par exemple, après le travail, le dur labeur. Au gré de mes lectures, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs rendez-vous dans la journée où on se nourrissait. Il n'y avait pas 3 repas à l'époque, il y avait plusieurs petits repas dans la journée. On voit effectivement les travailleurs, eux, ils mangent à 9h le matin, puis effectivement donc un peu plus tard. À 5h le soir, il y avait le bouillon bread. Oui. Voilà. À 5h le soir, il y avait le bouillon bread. Est-ce qu'on boit encore le bouillon bread à 5h le soir aujourd'hui ? Non, pas forcément. C'était une tradition dans les familles réunionnaises. Le soir, le dimanche, il y avait donc le repas de midi qui était très copieux. C'était soit le dimanche soir, soit le lundi, c'était bouillon bread. Oui, ouais, c'est ça, ouais. C'était se nettoyer. Bien sûr. Ouais. Pour parler effectivement de choses un peu moins drôles, mais lors des veillées mortuaires, on proposait toujours en fait bois de mouroum pour nourrir. Le lendemain, le lendemain aussi. Le repas parce que le bois de mouroum, c'était le bras de pluie plus fort pour soutenir la personne. Et c'est vrai qu'on offrait donc le bras de mouroum, le riz, le bras de mouroum, et puis le bouillon larçon. Qui accompagnait C'est devenu une plante, on va dire, donc qui a intégré, on va dire, quasiment toutes les croyances. Ouais, tout à fait. On l'appelle comment aussi, bread chapelet. Oui, exactement. Salut Marie, pleine de grâce. non, tout à fait. Je suis d'accord. J'ai déjà entendu ce terme-là. Oui. Là, comment le public a accueilli justement toutes ces informations que Dominique Virasamy-Massé leur a amenées ? En fait. D'abord, la démarche c'était la suivante, c'est que moi, il voulait vraiment en fait que les breads fassent partie de la littérature déjà. On constate déjà quand on regarde dans les librairies, les bibliothèques, qui a écrit sur les breads, quoi. Personne n'a écrit sur les breads. On écrit sur les légumes nobles. Alors je dis pas que les breads sont pas nobles, quoi, mais c'est vrai qu'on n'a pas la place effectivement qu'on devrait lui accorder, alors que la plante est présente dans tous les foyers. Oui, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que encore une fois, c'est cette image qu'on a donnée à ces plantes qui nous nourrissent, c'est que c'est des éléments de notre misère. Oui. Et avant, il n'y avait pas à manger. Ouais. Le lundi, on mangeait bread noir, le mardi, bread poyataire, le mercredi, bread mouroum,
c'était le carré de la misère. On avait tous dans la cour un pied citrouille, un pied chouchou. Bien sûr. On retrouve encore ça à Madagascar. C'est-à-dire que à Madagascar, quand on s'est promené avec des amis en fait à Nosy-Be, et on voyait en fait que les braids, c'était cette nourriture-là, et parfois pour éviter effectivement qu'on ne vienne voler. Donc les braids étaient circonscrits et recouverts de grillage. Donc on protégeait ça. Donc parce que s'il n'y a pas ça là, il n'y a pas à manger. Il y a pas à manger. C'est-à-dire que du moment où il y a un peu de riz, s'il y a un peu de bread, voilà, il y a un repas. Et même s'il y a rien d'autre avec, mais au moins les enfants ont mangé quelque chose. Bien sûr. Moi je me rappelle, ma mère me racontait encore donc elle mangeait des breads, comment on appelle ça, bread moutarde. C'est bread amer, ça. Ouais. Donc, c'était le seul bread, en fait, avec d'autres breads qui poussaient, on va dire, un petit peu à l'état sauvage au fond du jardin. Donc, on mangeait les feuilles, mais après, qui n'en avait pour rien, tu prends, en fait, donc le blanc, d'accord, qu'on faisait bouillir, rebouillir encore, blanchir, puis on présentait ça avec du riz, etc. Et on ne perdait rien, quoi, donc, parce que c'était de la nourriture, quoi, de la feuille jusqu'au blanc, hein, donc, on le mangeait, quoi. Sinon, c'est... Et c'est... après, à partir des années 70 où le consumérisme s'est installé dans le monde, y compris à partir des années 80 à La Réunion, le Réunionnais, cette génération qui a connu une grande misère, l'arrivée des allocations familiales, ont permis de passer, de manger de la viande en semaine et non plus seulement le vendredi, samedi, dimanche. Bien sûr. Alors, il y a deux choses. D'abord, effectivement, le consumérisme et puis la facilité d'accès en fait à une nourriture plus riche, peut-être. Oui. Donc, ça ne veut pas dire en fait que les breads soient pauvres, mais en protéines animales, ce qui n'était pas le cas en fait à l'époque. Et puis aujourd'hui, sauf ceux effectivement qui ne travaillent pas, mais je veux dire en fait 40 ans après, il y a un retour, il y a une volonté de revenir un peu à ça. Oui. Pas en tant que revanche, mais parce que la santé l'exige. Oui, bien sûr. Il y a cette idée effectivement qu'on n'ait plus le temps. Donc il y a ce regain d'intérêt pour en fait prendre le temps. Donc une des philosophies aussi du peuple des breads, c'est arrête de courir les gars. Oui, c'est vrai aussi. Prends le temps de vivre quoi. Donc on critique un peu le code du travail. On se dit le code du travail est en train de nous fatiguer. On nous impose un rythme alors qu'il n'est pas adapté effectivement donc à notre corps quoi. Se lever tous les jours à 7 heures, le corps est-ce qu'il demande d'être debout à 7 heures, pas forcément. Et puis longtemps aussi on avait tellement le temps que le repas était prêt à 11 heures. On dit pas qu'est-ce qu'on mange à midi, on dit que ça il mange 11 heures. Ouais. Donc cette notion de temps en fait existe aussi dans le livre. Prendre le temps. Je me suis inspiré d'un malgache puisque la notion de temps n'existait pas chez lui. Son temps en fait donc dans la journée était ponctué par la levée de la ligne de sa canne à pêche. Quoi. Ah d'accord. Voilà. Et c'était ça qui marquait le temps. C'est ça le plus important. Et je trouve en fait que nous sommes très proches d'une île en fait qui a beaucoup à nous réapprendre concernant effectivement le temps qui passe. Quoi. C'est beaucoup plus simple que ça. Je pense que nous sommes sur une île. Nous vivons sur une île, mais nous fonctionnons comme si on était dans un pays. Voilà. C'est ça. C'est ça. Je veux dire, c'est ça la différence qu'on a fait. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a autant de mal-être à un moment donné chez pas mal d'individus. Bien sûr. Et cette symbolique effectivement des breads raconte ça aussi dans le livre. C'est vraiment quel est notre intérêt effectivement donc à courir après le temps alors que le temps il est présent quoi, donc il est là donc, parmi nous donc entre toi et moi et puis surtout je veux dire en fait quel intérêt pour notre santé donc à faire des choses en fait qui ne nous correspondent pas quoi, donc c'est ça en fait la vraie question quoi. Et c'est d'autant plus vrai que imaginez qu'avant ne serait-ce que d'aller recueillir un petit peu de cueillir un peu de cœur de chouchou ou de cœur de citrouille, de passer quelques minutes dans cette étendue vert où on prenait le temps, on regardait les escargots, on regardait mais ça c'était quelque chose qui nous faisait du bien. Oui, dans le livre j'appelle ça la position ramasse-bread. La PRB, c'est-à-dire que sans vulgarité aucune, c'est simplement en fait donc s'incliner. Tout à fait. S'incliner vers effectivement les feuilles et voir en fait déjà ce qu'il y a donc à manger, qu'est-ce qu'il y a sur la feuille.
Et puis surtout, plus on s'en approche en fait de cette terre, plus on a les odeurs. Tout à fait. On a effectivement donc cet environnement, la température, les émanations de la terre. Les émanations de la terre. Et moi, parfois en fait, je le fais quoi. Je me dis mais attends, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui quoi. Les vraies choses sont là. Ouais. Elles sont pas effectivement donc dans d'autres univers, on va dire donc commercial. Et par rapport à ce que dit Dominique Virasamy-Massé, il y a quelqu'un, je sais pas qui l'a dit, et je pense qu'il doit le savoir également, c'est que plus on veut vivre vieux, il faut se baisser de temps en temps. Non, c'est vrai. Ça s'appelle l'humilité. Ouais. Voilà, c'est au moins se plier en deux le plus souvent possible. Ça aide à vieillir, à bien vieillir. Ouais. Et c'est pour ça que je disais que lorsque on était dans les champs que ce soit de chouchous, de citrouilles ou même les potagers, on est en quelle position ? Oui. On est toujours courbé. Ah oui. On est toujours vers la terre. Bien sûr. Donc c'est vrai que le corps reçoit des choses plutôt positives. Dans le peuple des Brèdes, il y a cette idée qu'il existe des Brèdes en l'air et des Brèdes à terre. Ouais. Et les Brèdes en l'air, pas toutes Brèdes en l'air. Hein. Non. La quasi-totalité des Brèdes en fait de la terre. Quoi. Si on va pas les chercher. Brèdes noires, il faut baisser. Tous les Brèdes paille à terre, Brèdes de l'astron. Oui. Oui. Et la chance qu'on avait, c'est que c'était dans les champs de Cannes, c'était dans les endroits dits sauvages, on pouvait les cueillir. Bien sûr. Il y avait plein de choses qui poussaient dans les champs de Cannes. Par exemple, le piment galabert, le Brède morel, le Brède marguerite, Brède mamselle. Ça poussait dans les champs de Cannes. Aujourd'hui, avec les pesticides, là, on trouve que la canne. Ouais. Autrefois, et c'est un ami qui fait partie aussi du groupe du peuple des Brèdes, donc il a 70 ans, et il a connu ces moments où on cultivait la canne selon le principe des ménées. Donc on avait une rangée de canne et une rangée effectivement de légumes. On mettait le maïs aussi. Voilà. Ouais. Donc, et aujourd'hui, c'est de la rendement. Donc voilà. Le temps que la canne pousse, les brèdes finissent sa floraison et puis de pousser, et puis la canne prenait la suite. C'est ça. Ah ouais. C'est des choses comme ça qui étaient dans le temps. Ouais. On inscrivait dans le temps. Dans le temps. Aujourd'hui, on a dans l'immédiat. Voilà, on est dans l'immédiateté. Ouais. Et ce qui montre aussi, et c'est pour ça que le peuple des Brèdes, quand c'est Dominique Virasamy-Massé qui l'amène, c'est ça. Je pense que ça bouleverse un petit peu certaines postures. Je pense que les gens, ça les a un peu percutés là. Bien sûr. La posture, en fait, ce n'est pas en fait donc une soumission, puisque en fait on parle souvent de soumission dans les pays, en fait, les régions postcoloniales. C'est simplement en fait donc accepter d'être et d'exister comme on est, et d'accepter l'autre aussi en fait tel qu'il est. Et c'est ce rapport-là effectivement que on a voulu en fait donc faire passer donc à travers le livre Le peuple des Brèdes. Et franchement voilà, donc s'incliner, c'est, on va dire, donc, une révérence à ce qui nous entoure. Ce n'est pas effectivement donc une soumission, c'est une révérence. On va dire merci, quoi. Oui, tout à fait. Mais là encore, on a dévalorisé ces éléments de la vie réunionnaise. La position ramasse-brède, dans nos classes d'école, on nous disait toujours, si un jour si vous ne travaillez pas à l'école, on va faire une champ de canne. Voilà, ça aussi. Ouais. Bah oui. Et ou bien, attention, Dominique, l'agriculture manque de bras. Je dis, ok, d'accord, mais bon, pourquoi pas? Oui, non, et c'est là où on a quand même formaté les gens à exclure la nature, l'agriculture, les brèdes de leur vie, quoi. Bien sûr. Et là, donc... à la maison, je commence effectivement donc à transformer mon jardin d'agrément. Aujourd'hui, en fait, il acheter un terrain, c'est pour construire une case. Quand on finit de construire la case, mettre gazon. Quand on finit de mettre gazon, ou mettre béton, ou bien des Duranta. Ouais. Ah, frangipanier. Ça ressemble j'allais dire, aux photos qu'on nous envoie. Voilà, c'est ça. Mais un jardin, moi, j'ai mon oncle qui paie à son âme, donc il a disparu l'année dernière, mais il habitait l'étang avec ma tante. Dans le sable, quand même, quoi. L'étang, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Eh ben, il n'y a pas un centimètre carré qui ne soit pas consacré, en fait, à une plante nourricière. C'est-à-dire que là, les maillets avec le bret affaires, là, le goyave est là. C'est-à-dire que son jardin, c'était pour se nourrir. Aujourd'hui, en fait, la terre, en fait, que l'on s'offre, par le biais, effectivement, d'un héritage, par le biais, effectivement, d'un achat, eh bien, répond en fait à une volonté spéculative et non pas à une volonté nourricière, quoi. Et on est sur une petite île, quoi. Il n'y a pas beaucoup de terrain. Donc, si en fait on passe notre temps à planter que du gazon partout, on ira toujours au supermarché.
Oui, et je crois que c'était ça aussi l'un des objectifs. Faire en sorte que la population aille systématiquement au supermarché. Voilà. Et le supermarché, très bien compris, en y installant des breads, en fait, dans les rayons. Ouais. Exact. Et toujours bread de la paresse, d'ailleurs. Hein, et comme ça, on va acheter le dentifrice derrière. Tout à fait. Voilà. Ben, on fait un tour. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on le voit aujourd'hui, le changement, parce que nous avons de plus en plus de petits vendeurs de légumes au coin des rues. Et ça, bravo messieurs, bravo mesdames. Oui, c'est vrai. Parce que ça nous change la vie. Oui, et ça, la proximité, l'accueil, le sourire, la simplicité, en fait, donc, de tous ces petits magasins. Ouais. Et puis des produits un peu plus sains. Oui. Qui sont de la Réunion, qui sont pas obligés d'avoir absolument beaucoup de pesticides ou d'herbicides ou d'engrais chimiques, mais au moins qui ont le temps de... À ce sujet, en fait, je dis bonjour à Max Fontaine, donc de Petite-Île là-haut, puisqu'il a un terrain, et il nous préconise effectivement donc 2 ou 3 hectares pour pouvoir effectivement faire vivre le quartier. Donc grâce effectivement à la permaculture, pas besoin de pesticides. Lui, en fait, l'herbe, il l'arrache pas, il la taille. Parce qu'on a besoin effectivement de toute cette diversité florale. Ouais, tout à fait. Et ça nous permet d'éviter les pesticides. Donc il y a une répartition effectivement donc des animaux sur l'ensemble des espèces qui sont dans le jardin. Il n'y a pas besoin effectivement de tout arracher. Donc, souvent quand je discute avec les agriculteurs, je dis mais oui d'accord, mais ok, on a eu les pesticides là, mais après l'argent pour embaucher moi. On n'a pas besoin d'embaucher. Si, on a besoin d'embaucher parce qu'effectivement, on a besoin effectivement de travailler la terre. Mais c'est pas le fait en fait qu'on enlève les pesticides le problème. C'est en fait comment on gère cette terre là. Comment on appréhende. Je critique un peu en fait un certain nombre de scientifiques qui avaient rédigé un bouquin, et je le dis aussi dans le mien. Donc c'est vraiment symptomatique, on va dire, des choses qui nous freinent. Ils ont sorti un bouquin qui s'appelle Les principales mauvaises herbes de la Réunion. D'accord ? Donc évidemment, ce sont des gens qui travaillent donc au service des agriculteurs. Mais quand on sort un bouquin comme ça, de vulgarisation, qu'on appelle les principales mauvaises herbes de la Réunion, et quand on ouvre le bouquin, on voit effectivement que des plantes médicinales. Donc là, en fait, donc on relègue en fait un nombre de plantes dont on a besoin à un rang effectivement donc péjoratif, quoi. Donc et évidemment donc on appelle ces plantes-là effectivement des plantes mauvaises herbes et qu'on va systématiquement éliminer. Et là, c'est pas bon. Un petit peu à l'image des goyaviers, qui est on dit que le goyavier est une plante invasive. Voilà. On dit plus peste végétale parce que ouais. Voilà, on a dépassé de 2 minutes déjà le temps qui nous est imparti. D'accord. Merci Dominique Massé. Oui. Dominique Virasamy Massé. On se donne rendez-vous dans quelques temps. Oui. Lorsque le sujet est bien mûr, on revient là-dessus. Et je pense qu'on aura encore beaucoup à dire sur les breads de la Réunion. Merci pour le livre. Merci de l'avoir écrit. Merci vraiment parce que personne ne l'a fait avant vous. Donc merci pour ça. Nous, on va tourner une page. On se voit juste après.